RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Une conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau, lancée par le vice-gouverneur de la province. Ces assises axées sur le développement durable du Maniema discutent autour d'un fonds devant financer ce secteur dans cette contrée. Voilà tout pour le sommaire à développer dans un instant. Merci de nous rester fidèles. À présent, ce plaidoyer de la population de Goma formulé auprès des autorités pour trouver des réponses urgentes sur la situation qui prévaut actuellement à Goma dans le Nord Kivu. Dadi Saleh, membre de la société civile de Goma, appelle la population à la mobilisation générale ainsi qu'à l'unité pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Suivez Dadi Saleh au micro de Megu Kadembo. C'est vrai que la situation est assez compliquée à Goma et Bukavu pratiquement à l'est, mais en moins ce que nous pouvons confirmer, le FARDC et les Wazalendo se comportent très bien et que les gens ne peuvent même pas imaginer. C'est vrai, on a eu des revers à un certain moment, mais là où nous parlons, il y a des endroits que nous contrôlons et nous continuons à maîtriser, même dans la ville de Goma. Et là, les gens risquent de s'étonner, mais je les confirme. Mais il est vrai que l'ennemi, comme on le sait, a fait des déclarations et essaie de démoraliser nos troupes dans tous les sens. Donc je pense que la situation, et comme le président l'a dit, il faudra qu'on s'unisse avec le leadership de l'unité, qu'on soit comme un seul homme. Quand la maison est en train de brûler, ce n'est pas le moment de se chamailler. Ce n'est pas le moment de parler ni de l'opposition, ni de la majorité, ni de l'Église catholique, ni des mouvements citoyens. Ici, nous parlons de la nation congolaise où ensemble, nous devons nous battre. On a le front, comme on l'a dit, militaire, on a besoin de Wazalendo, on a besoin de FARDC, on a le front effectivement diplomatique où on félicite la ministre chargée des Affaires extérieures qui fait un bon boulot. On a le ministre de la Communication et que nous suggérons effectivement au chef de l'État que nous devons avoir maintenant un budget de guerre parce que la guerre coûte et que la loi financière doit être une loi de guerre. En nous demandant que nous puissions avoir l'économie de guerre parce qu'effectivement, ce sont des moyens qui sont mis en jeu et on doit avoir les moyens à court, moyen, long terme. On demande qu'il y ait des investissements de guerre, c'est-à-dire nous devons investir dans des infrastructures pour que nous puissions gagner. Et pour l'instant, on demande la sensibilisation, la mobilisation générale parce qu'on a besoin de Wazalendo partout en République démocratique du Congo. On a besoin de FARDC partout et les stratégies sont là. On propose effectivement acquis des droits pour que nous puissions restaurer cette confiance avec la population et reprendre les contrôles effectivement de toutes nos terres. Aucun centimètre ne doit rester aux mains de l'ennemi. Toujours au sujet de cette agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, sachez que les prélats catholiques ont rencontré ce lundi soir le président Félix Antoine Tshisekedi pour échanger sur la situation de la paix sur cette partie du territoire congolais agressée par le M23. Nous reviendrons sur les détails de cette rencontre dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi en cette grande prière pour la nation organisée
Ce même lundi 3 février 2025, à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, ce grand rassemblement spirituel a réuni les chefs des confessions religieuses de la RDC. Ce culte a eu un seul but, la prière pour le retour de la paix, allais-je dire, dans l'est de la RDC, tout en exhortant les Congolais à prier pour le pays. Le président des chefs des confessions religieuses, archevêque Ejiba Yamapia, a lancé l'ultimatum de 72 heures à la communauté internationale pour contraindre le Rwanda à retirer ses troupes du sol congolais. André Ikoma nous en parle avec plus de détails. Invoque-moi et je te répondrai. C'est autour de ces messages bibliques tirés du livre de Jérémie 33 que les croyants chrétiens et fidèles de différentes confessions religieuses ont répondu à l'appel de leur chef spirituel aux côtés de forces vives de la RDC ce lundi pour implorer la présence de Dieu en vue de mettre fin à la guerre d'agression rwandaise dans la partie orientale du pays. L'archevêque Ejiba Yamapia, président de chef de confession religieuse et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, a indiqué que le moment est grave. Il a en outre recommandé à l'assistance de prier à chaque instant pour la nation avant de l'appeler à poser de gestes positifs en termes de dons aux FARDC et aux patriotes Wazalendo engagés pour la défense du pays. L'Église de la République démocratique du Congo organise cette prière pour la nation en signe de soutien à nos forces armées et combattants Wazalendo, comme l'affirmation de l'importance de l'unité et de la cohésion nationale face aux tentatives menées pour diviser notre pays. À la communauté internationale, l'archevêque Ejiba n'est pas allé sur 4 chemins. Il a lancé un ultimatum de 72 heures pour exiger au Rwanda de retirer ses troupes sur le territoire congolais. Si dans les 72 heures qui suivent, nous ne sentons pas les actions concrètes, nous serons obligés de continuer à manifester pacifiquement, notamment par des sit-ins en vue d'obtenir la fermeture de certaines chancelleries et soupçonnées d'être derrière le Rwanda et le M23. À la classe politique, l'archevêque Ejiba Yamapia a demandé à taire leurs divergences d'opinion afin de faire face à l'ennemi du Congo. Même message est lancé par les autres responsables de confessions religieuses qui ont déclaré pour la paix et la fin de la guerre d'agression rwandaise dans la partie orientale du pays. Agression rwandaise, des centaines d'habitants de la ville de Béni étaient dans la rue ce lundi 3 février pour dire non à cette agression. Cette population a répondu favorablement à l'appel de la société civile locale. Ces manifestations pacifiques de 2 jours, parties du lundi 3 à mardi 4 février 2025, sont organisées en signe de soutien à l'armée congolaise engagée sur différents fronts dans l'est du pays. Les détails dans ce reportage signé Milan Kayenga, notre permanent sur place. Le maire de Béni, 4 bourgmestres des communes, quelques députés nationaux et provinciaux ont participé à cette marche pacifique partie d'Europe NRA jusqu'à la mairie de Béni. Dans son mémorandum lu devant les maires, la société civile a dénoncé ce qu'elle qualifie de double face de la communauté internationale face à la guerre de balkanisation au Nord Kivu. Paluku Kavota Pepe est président des forces vives de Béni. La société civile de la ville de Béni condamne la complicité de la communauté internationale et de sa double face qui dénote non seulement de la balkanisation mais aussi et surtout du pillage des ressources naturelles. Le Conseil urbain de la jeunesse a également présenté son mémorandum dans lequel il recommande l'accélération du processus de formation des jeunes pour la réserve armée de la défense. Karim Moussa est président du CIJ à Béni. Les jeunes du Nord Kivu sont impatients de s'inscrire à la formation de cette dernière car si le jeune de Goma était déjà
Désormais, ils auraient soutenu et accompagné nos FARDC et Wazalendo afin de sauver la situation. Même sur des cloches presque pour les responsables des associations féminines de Béni qui se sont engagés à soutenir l'armée loyaliste et ses alliés Wazalendo pour que la paix soit restaurée au Nord Kivu. Maître Toudi Diane est coordonnatrice des femmes citoyennes engagées. Nous, en tant que femmes, nous avons besoin de la paix. La paix, c'est notre droit. Et au président de la République, nous demandons la paix. S'il est incapable, qu'il nous donne le moyen pour que nous puissions aller nous-mêmes au front. Outre ces mémorandums, la société civile et ses composantes ont également remis une somme d'argent aux maires à guise de soutien aux militaires FARDC et aux Wazalendo blessés sur la ligne de front. Béni, Mila Kayenga, RTGA. Et la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, n'est pas en reste. Elle a vibré samedi dernier avec 2 marches de soutien aux forces armées de la République et du chef de l'État. Il s'agissait d'une part de la marche organisée par la société civile, le gouvernement provincial, et d'autre part par l'Union sacrée de la nation Kasaï central. Tous ont brandi à l'unisson un message commun, non à la guerre, et aucun centimètre de la RDC ne sera cédé. Soleil Ntumba Moufika pour le point. Portant le message non à la guerre, la société civile du Kasaï central s'est mobilisée pour protester contre l'agression rwandaise lors de la marche organisée samedi 1er février 2025 sur la ville de Kananga. Cette activité qui a réuni plusieurs autorités provinciales, dont le gouverneur de province, le député provincial, des notables et autres personnalités, vise à dénoncer l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Partis du rond-point Notre-Dame pour chiter à la place Mokenge Chabantou, les chefs coutumiers ont accompli des rites ancestraux afin d'apporter un soutien spirituel aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux Wazalendo engagés sur les fronts. Dans son adresse, le gouverneur de province Joseph Moïse Kambounou Konko a réaffirmé son soutien aux chefs de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo face aux défis sécuritaires actuels du pays. Et que cette marche qui a connu toutes les cérémonies dont vous êtes témoins puisse demain être racontée dans l'histoire pour dire que le Kasaï central s'était levé debout. Toujours dans la même journée, une marche similaire a daigné une marée humaine dans les rues kanangaises, plus que déterminé à soutenir le FARDC, le chef de l'État, dans une guerre injuste imposée par les Rwandais et ses alliés. Ceci est un appel lancé par l'Union sacrée de la nation Kasaï centrale aux côtés du député national John Kabia Chikai. À cette occasion, John Kabia Chikai, député national, cadre de l'UDPS, a invité sa base et toute la foule présente à se faire massivement enrôler dans l'armée pour soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la RDC afin de vaincre l'ennemi. Je vous remercie, vous tous qui êtes ici, ainsi que tous les membres de l'Union sacrée présents. En 2022, nous avons tenu la première marche pour soutenir nos forces armées au front de l'Est du pays. Et aujourd'hui, nous totalisons la deuxième marche pacifique organisée. Personne n'a le droit de prendre la patrie et les ennemis la prendront au cas où les boucs mettraient bas. Nous ne sommes pas les moments de discorde, mais nous devons être unis et appuyer nos forces armées qui sont au front Est de la RDC. À Kinshasa, capitale congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, n'est pas restée insensible face à l'agression rwandaise et l'occupation illégale de la ville de Goma par le Rwanda. Le secrétaire général intérimaire de cette formation politique qui a salué la résistance des FARDC a appelé la jeunesse à intégrer l'armée pour défendre la patrie. Déobi Zibou a également appelé à l'unité au sein de l'UDPS, parti présidentiel, pour se souder le coude aux côtés du président de la République afin d'imposer la paix à l'est du pays. Il a dit au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce lundi 3 février 2025 à Kinshasa. Déobi Zibou a indiqué que l'heure viendra où tous les membres de l'UDPS envoyés dans les institutions vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait pour accompagner le pouvoir de Tshisekedi.
Un vent nouveau souffle au sein des forces novatrices pour l'union et la solidarité FONUS en sigle. Le président national de cette formation politique, Joseph Olengankoy, a nommé des nouveaux membres au sein de l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes de la ville de Kinshasa. Ils ont pour mission d'organiser les activités du parti, de l'implanter et de veiller au bon fonctionnement de ces structures. C'est ce que nous dit Jacques Moulouba dans ce commentaire. Les forces novatrices pour l'union et la solidarité FONUS refont peau neuve avec la nomination par le président national Joseph Olengankoy de nouveaux membres au sein de l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes de la ville-province de Kinshasa. Au terme d'une décision rendue publique le 1er février 2025, Joseph Olengankoy a jeté son dévolu sur David Matanda à la tête du comité de l'Union provinciale du mouvement des jeunes. Il sera épaulé par 2 vice-présidents, à savoir Daniel Babaïla et Charles Kilembo. Il s'agit d'une équipe de 46 personnes chargée de prendre toute initiative visant à organiser les activités du parti, de veiller au bon fonctionnement de toutes les structures de son ressort, implanter et recruter les membres des structures inférieures. Une autre décision prise par Joseph Olengankoy est celle désignant les membres du comité des forces de pression et réflexion des FONUS, branche spécialisée du mouvement des jeunes. Parmi les 31 personnes nommées, Chris Bongela Ikoko est le président de cette branche spécialisée. Il est secondé par 5 vice-présidents. Quant au comité du Congo Conscience, une autre branche spécialisée du mouvement des jeunes des FONUS, ville de Kinshasa, Junior Simba Wenayeto, Chancela Mianda Lukoji, Ambroise Kalwangila et Yangshi Sambo sont respectivement nommés présidents, première, deuxième, troisième vice-président. Dans ce même souci de structurer son parti, le président national des FONUS a aussi désigné les membres de la dynamique pour la solidarité, ceux du comité des jeunes femmes des FONUS, branche spécialisée du mouvement des jeunes, et du secrétariat permanent technique de l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes de la ville-province de Kinshasa. Autre fait d'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, justement, a exprimé ce lundi, jeudi 3 février 2025, par visioconférence lors du forum Investing in Africa Mining Indaba qui se déroule à Cape Town, en Afrique du Sud. Cette rencontre qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, les entreprises internationales du secteur minier, ainsi que les organisations de la société civile, se tient dans un contexte particulier de l'agression de la RDC par le Rwanda sur fond de l'exploitation illégale de ses ressources minières congolaises. La chef du gouvernement n'a pas caché en tout cas son indignation face aux atrocités qui continuent d'être perpétrées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a fait savoir au cours de ces forums. Megui Kabimbo nous en parle. Dès l'entame de son adresse, visage marqué, la première ministre n'a pas caché sa colère et son indignation face aux atrocités qui continuent d'être perpétrées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'est de la RDC. La chef du gouvernement congolais révèle un paradoxe entre la volonté de son pays, riche en ressources naturelles, de participer efficacement à la pérennisation de l'exploitation minière africaine et à la guerre lui imposée à cause de ces mêmes richesses. Judith Suminwa précise que les richesses minières exploitées en République démocratique du Congo, Judith Suminwa précise que les richesses minières de la RDC exploitées de manière illégale par certains pour financer la violence et alimenter les conflits, servant ainsi au commerce des minéraux des sangs. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elle une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations.
Dans cet élan de condamnation de pays qui sèment la désolation dans sa partie est, la RDC s'est vue reconnaissante vis-à-vis des nations qui se tiennent à ses côtés. Parmi elles figure l'Afrique du Sud qui s'est engagée à défendre les intérêts de la RDC dans le cadre de la mission de la SADC. Ainsi, au nom du président Félix Tshisekedi, la première ministre a remercié le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour son soutien offert dans ces moments douloureux de notre histoire. Pour la première ministre, le souhait de la RDC est que ces nombreuses ressources du pays soient exploitées par des investisseurs dans des conditions optimales, tout en préservant les intérêts des communautés directement impactées, mais aussi en respectant les obligations environnementales et sociétales. Nous venons de l'apprendre, l'opposant et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda, vient de recouvrer sa liberté. Le président de l'Alliance pour les changements a ainsi été gracié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, une libération qui était pourtant prévue hier dimanche, mais qui a été reportée pour ce lundi. Procès sur le meurtre du journaliste Adoni Banzenumbi de Lubumbashi, assassiné le 8 janvier 2025 dernier. Le verdict vient de tomber ce lundi 3 février au tribunal de grande instance du Haut-Katanga. Tous les présumés auteurs de ce meurtre sont condamnés à mort et les 3 femmes à 2 ans de prison pour collaboration et complicité avec les assaillants. 8 criminels ont été sommés de payer à chacun 50 000 $ de dommages et intérêts. À l'issue de ces procès, le tribunal a également autorisé l'enterrement du journaliste Adoni Numbi Banze. Suivez. La sentence est tombée. Le verdict a été prononcé. J'ai dit que je suis satisfaite. Mais vous allez être surpris. Encore une fois, je suis satisfaite partiellement. Partiellement, pourquoi? Parce que j'attends que les criminels qui ont été amenés au centre de rééducation de Kassapa, que ces criminels qui purgent de leur peine. Parce que généralement, nous avons l'impression, quand la justice finit avec son travail, on les amène à la prison de Kassapa, qui est un centre de rééducation. Après un temps, nous voyons que les mêmes personnes qui étaient condamnées, et ces personnes reviennent encore pour commettre des dégâts. C'est comme ça que je parle d'une satisfaction partielle. Mais quand même, j'augmente une dose de pourcentage. Si autrefois, devant le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, lors de la présentation de ces criminels, j'avais dit que la satisfaction était partielle, c'était à 50%. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est 60% de cette satisfaction. Il reste encore les 5%. Les 5%, ça va dépendre du directeur de la prison, de Kassapa, comment ils vont gérer ces choses, mais aussi les différents conseils, les différents avocats des criminels qui sont allés aujourd'hui à la prison. J'espère que nous n'aurons pas une liberté provisoire qu'on va accorder à ces criminels, une liberté provisoire qui va faire mal. C'est vrai que c'est le droit, c'est vrai que la justice peut décider, mais seulement on se dit, si après 4 mois, après 6 mois, on revoit encore les mêmes criminels, on va se dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que nous allons ajouter le reste de pourcentage quand nous allons voir ce qui va se passer au niveau de la prison. Je peux vous dire une chose, que l'UNPC va suivre le cas de ces criminels jusqu'en prison pour dire que nous allons nous informer régulièrement pour savoir s'ils sont toujours en prison ou ils ont été relâchés. Je l'annonçais en titre, la province du Maniema abrite la conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture, l'eau et le développement durable. Débutées ce lundi 3 février 2025, ces assises ont pour objectif la mobilisation des ressources auprès des bailleurs de fonds en vue de développer la province du Maniema. Roger Boulindanzenga, correspondant RTGA, depuis cette... 2 institutions de la province du Maniema représentées par le président de l'Assemblée provinciale d'intérim, Dr Papi Omeonga Chopa, et Moussa Kabankoubi Moïse, gouverneur des provinces, initiateur de la 2e conférence portant sur l'environnement, l'agriculture, l'eau et le tourisme, ainsi que 2 invités de la COGEC et des corridors centrales se sont retrouvés ce lundi dans le hall du cabinet du gouverneur de la province du Maniema
pour échanger sur la thématique Repressio. Les partenaires ont exposé devant les invités l'opportunité que leurs structures peuvent apporter pour l'intérêt de la province. Suivez Hélène Gakourou, directeur général adjoint de FOGEC, qui parle de quelques objectifs de sa structure. Le FOGEC ne donne pas, ça c'est un élément que nous voulons insister, le FOGEC ne donne pas de l'argent directement. Le FOGEC couvre les garanties des prêts que les banques vous donnent. Donc si vous avez besoin d'avoir une garantie ou d'avoir un prêt, il vous suffira, on va venir plus bas, au niveau, avec votre dossier, que nous allons porter au niveau des banques et couvrir par une garantie. Alors, comment est composée l'organisation de gouvernance? Comme j'ai dit plus haut, le FOGEC est né par décret du Premier ministre depuis octobre 2020, mais ses animateurs ont été nommés par ordonnance présidentielle par le chef de l'État en 2021. Le gouverneur de province a à son tour intervenu pour expliquer le bien fondé de la rencontre de ce lundi. Suivez. Au finish, le professeur Deogracias Kimenya, comme président de la Société savante du Maniema, revient ici sur le bien fondé de cette organisation, surtout pour les corridors centrales. Terminons par la journée internationale sans paille, célébrée ce 3 février 2025. Les environnementalistes indiquent qu'1 milliard de pailles sont utilisées chaque jour pour une durée de vie dans la nature d'environ 200 ans. Et ces plastiques ont un impact négatif sur l'environnement, étant la base de la pollution des rivières dans la nature. Une occasion de sensibiliser davantage l'opinion sur l'usage de ces pailles en encourageant l'utilisation d'alternatives économiques. Suzy Marie nous en parle. En 2018, la Journée internationale sans paille vise à sensibiliser le public aux conséquences environnementales de la consommation excessive de plastique. Un événement devenu un moment clé de sensibilisation à la pollution plastique. Chaque édition attire l'attention sur les pailles en plastique, une source majeure de pollution dans les océans. Les pailles en plastique sont un excellent exemple de produits jetables dont l'impact est souvent sous-estimé. Pourtant, elles contribuent de manière significative à la pollution des océans. En effet, ces pailles finissent souvent dans les mers et mettent en danger la vie marine, étant donné qu'elles mettent des centaines d'années à se décomposer. Chaque paille abandonnée en mer représente une menace pour l'écosystème marin, selon Jean-Claude Dupont, spécialiste en environnement. Certains environnementalistes ont proposé des pailles en métal réutilisables et robustes car elles sont parfaites pour une utilisation quotidienne. Les pailles en verre esthétiques et faciles à nettoyer, elles ajoutent une touche de raffinement aux boissons. Pailles en bambou biodégradables, elles sont une excellente option pour ceux qui recherchent les produits naturels. Pailles en papier, bien que pratiques, elles ne sont pas aussi durables que les autres alternatives, mais elles représentent un bon compromis pour les événements occasionnels. En optant pour ces produits réutilisables, l'humanité peut non seulement diminuer l'usage de plastique, mais aussi participer à la réduction des déchets. Il faut noter que dans le monde, c'est 1 milliard de pailles qui sont utilisées chaque jour pour une durée de vie d'à peine quelques minutes et une durée de vie dans la nature d'environ 200 ans. J'espère que nous avons tiré des leçons sur les dangers que représente ce petit outil pourtant très utilisé. Et voilà qui met un terme à cette grande édition d'information. Le rappel des principaux titres. Agression rwandaise à Goma, une prière pour la nation a réuni ce lundi à l'esplanade du Palais du Peuple les chefs des confessions religieuses et les différents fidèles. Le retour de la paix à l'est de la RDC était l'intention de prière principale. Judith Souminoa participe virtuellement depuis ce lundi au forum Mining Indaba ouvert à Cape Town, en Afrique du Sud. La première ministre de la RDC en a profité de faire entendre la voix de son pays, agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 au cours de ces forums.
Enfin, la province du Maniema abrite depuis ce lundi une conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau. Lancée par le vice-gouverneur de province, ces assises axées sur le développement durable du Maniema discutent autour d'un fonds devant financer ces secteurs dans cette contrée. C'était tout pour l'essentiel. Vous nous avez suivis partout à Goma, à Beni et partout ailleurs à l'est de la République démocratique du Congo, menacée par l'agression. Et merci pour l'attention accordée à cette grande édition d'information sur la RTGA. Très bonne suite de programme sur nos antennes et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.